Bienvenue dans le 13h de RTI 1. Bonjour à tous, voici les titres de cette édition. Célébration aujourd'hui de la journée mondiale 2021 des droits des consommateurs. À noter 4 droits fondamentaux, droit à la sécurité, droit à l'information, droit de choisir et bien sûr le droit d'être entendu. Dans ce journal, le message du gouvernement ivoirien. Dans cette édition également, le PAMO7, projet d'appui à la modernisation du secteur des transports et la facilitation du commerce. Ce projet lancé récemment par le ministère ivoirien des Transports vise à améliorer l'environnement et à réduire la prévalence du VIH-Sida. Enfin, le bilan de la répression des manifestations en Birmanie s'alourdit à 70 morts selon les Nations Unies. Mercredi 17 mars 2021, la Côte d'Ivoire tout entière va rendre hommage à son défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko. Cette cérémonie va se dérouler sur l'esplanade du palais présidentiel dans la commune du Plateau. La dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko est arrivée à Abidjan le 13 mars dernier. Un deuil national de 8 jours, du 12 au 19 mars prochain, a été décrété dans le pays. C'est aujourd'hui la journée mondiale des droits des consommateurs. Les consommateurs ayant le droit de choisir, d'être informés, le droit à la sécurité et le droit d'être entendus. En Côte d'Ivoire, le message du gouvernement est lu par le ministre du Commerce. Souleymane Diarra-Souba est au micro de Lanciné Bakayoko. Dans le monde entier, environ 400 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année. Et d'ici 2050, les experts estiment qu'il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Les mêmes statistiques indiquent que 100 000 mammifères marins et 1 million d'oiseaux de mer sont annuellement tués du fait de cette pollution. Le plastique à usage unique représente 50% du plastique produit chaque année. La moitié du plastique fabriqué depuis son invention l'a été au cours des 15 dernières années et 40% du plastique produit l'est pour un emballage qui est jeté après son utilisation. Pendant longtemps en Côte d'Ivoire, les emballages plastiques ont fait partie intégrante du système de production industrielle et de consommation. Malheureusement, ces sachets plastiques sont aujourd'hui déclarés nocifs pour la santé et même pour les ouvrages d'assainissement. C'est donc conscient des conséquences de la pollution plastique, à la fois pour l'environnement, l'économie et le bien-être des populations, que le gouvernement ivoirien, sous l'impulsion de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a adopté le décret portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la détention et de l'utilisation des sachets plastiques. Malgré ce dispositif réglementaire qui constitue une véritable avancée, la réponse durable à la lutte contre la pollution plastique nécessite une forte implication des populations. En effet, nous devons arriver à court terme à supprimer les emballages superflus, difficiles ou impossibles à recycler, et à développer l'usage de systèmes réutilisables ou rechargeables pour le transport et le stockage des produits. À long terme, il convient de changer nos habitudes de consommation en étant des consommateurs responsables, soucieux de la préservation de l'environnement dans nos modes de production et de consommation. Sur le chantier de la sensibilisation, le gouvernement attend beaucoup des populations elles-mêmes, mais davantage des associations de consommateurs. D'Abakala, dans la région centre du pays, les travaux d'aménagement du périmètre risicole de 114 hectares dédiés au projet d'autosuffisance en riz du pays ont démarré. Environ 200 riziculteurs sont à pied d'œuvre. Objectif, produire plus de 600 tonnes de semences par saison. Le point, Léon Brou de RTI Boaké. Voici le périmètre risicole concédé par l'État dans le cadre de son programme d'autosuffisance en riz aux promoteurs du village semencier de Dabakala. De ce terrain de 114 hectares déjà irrigué, sortiront environ 600 tonnes de semences de riz dans 3 mois. Sur les 114 hectares, il est attendu 600 tonnes de semences que nous allons certifier. Une partie, ça sera pour le projet Coris,
mais l'autre partie, c'est à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire. Et le promoteur de se montrer rassurant indique que 160 tonnes de semences de base et les intrants, dont de l'État et de ses partenaires, sont déjà disponibles. Côté mécanisation, du ressort toujours du promoteur, un parc de 50 tracteurs. Pareil pour les équipes d'encadrement et la main-d'œuvre constituée de 174 riziculteurs. Pour chaque hectare cultivé, en tout cas, le producteur il doit pouvoir avoir entre 600 à 800 000 jusqu'à 1 million. Les grands producteurs qui ont 3 hectares, c'est sûr qu'ils auront 3 millions au bout de 3 mois et demi. 2 millions de personnes de la région du Hambol vont directement vivre de ce projet de production de semences de riz. Dabakala va également approvisionner les autres périmètres rizicoles du pays. Possible donc l'atteinte de l'autosuffisance en riz à l'horizon 2025, se réjouissent les acteurs du projet, dont le ministère de la Promotion de la riziculture. Ainsi, la Côte d'Ivoire pourra-t-elle faire l'économie de 500 milliards de francs CFA par an, coût de l'importation du riz, en plus de s'ériger en pays exportateur de semences de riz. Un mot à présent sur le projet d'amélioration et de mise en œuvre de la politique foncière rurale. Dans sa phase 1, le PAMOFOR a enregistré environ 34 000 demandes de certificats fonciers pour une prévision initiale de 16 000 attendus. Les explications dans ce reportage de Dangui Dangui. Le projet d'amélioration et de mise en œuvre de la politique foncière de Côte d'Ivoire, PAMOFOR, a enregistré quelques réalisations notables. Entre autres, la délivrance de 7 176 certificats fonciers représentant une surface de 581 986 hectares sur les 23 millions d'hectares qui constituent le domaine foncier rural ivoirien, selon l'agence foncière rurale. Toutefois, la poursuite du projet soulève de nombreux défis. Des villages ont disparu par des migrations, des villages ont été créés, des campements dans des forêts classées, des villages se sont déplacés vers des routes ou des autoroutes, prenant des emprises sur certaines voies, sur le tracé de certaines lignes électriques. Des villages sont regroupés spontanément. Face à ces défis, des représentants de 55 structures concernées par la problématique du foncier rural se sont réunis dans le cadre d'un atelier de réflexion et de partage d'expériences en vue de parvenir à des résolutions concrètes et à une feuille de route dont la mise en œuvre devrait être à la hauteur des enjeux du projet PAMOFOR. Chaque bout de terre doit avoir son papier. Ça doit être un secteur foncier ou un contrat. Et comme ça, le vivre ensemble sera assuré. On doit placer la Côte d'Ivoire sans délimitation des villages, sans délimitation des terres. Le projet PAMOFOR permet de dérouler 5 processus dans chaque village, notamment la clarification foncière, la consolidation des dispositifs de gestion foncière et la délivrance de certificats fonciers aux détenteurs de droits fonciers et exploitants agricoles. Autre actualité, ce projet vise à améliorer l'environnement, la sécurité des services de transport et à réduire la prévalence du VIH-Sida. Il s'agit du PAMO7, projet d'appui à la modernisation du secteur des transports et à la facilitation du commerce, financé à hauteur de 20 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. Le PAMO7 a été lancé récemment à Bouaké, dans la région centre du pays, par le ministère des Transports. Les détails, Léon Brou de RTI Bouaké. Corridor Abidjan-Ouagadougou, entendez trajet Abidjan-Ouagadougou, 1189 km, environ 4000 camionneurs, 2000 travailleurs du sexe et une forte prévalence du VIH-Sida. Nous sommes autour de 2,3% au niveau national. Donc il faut se retrouver entre 8 et 10% de prévalence sur ces différents corridors-là. Le manque d'information, le manque de moyens de prévention, la non-utilisation des moyens de prévention, l'activité intense des travailleurs du sexe sur ces différents corridors augmente la prévalence de VIH sur ces différents axes-là. Le corridor Abidjan-Ouagadougou aussi un levier de l'économie des deux pays avec pour le Burkina Faso par exemple au moins 35% du transit global à partir du port autonome d'Abidjan. Comment alors maintenir la place de cette route malgré le VIH-Sida? La réponse des ministères du Transport et de la Santé, c'est le PAMO7, le projet d'appui à la modernisation du secteur des transports. 6 mois pour améliorer l'environnement social du transport et du commerce le long
l'extension du corridor Abidjan-Ouagadougou avec l'appui technique de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos. Nous allons travailler sur place avec des ONG telles que l'AIMAS, qui est outillé dans le marketing social, les hôpitaux généraux, les centres de santé, les ONG qui travaillent avec les camionneurs le long de la route. De telle sorte que le camionneur ait l'information juste pour se protéger, il ait les produits à sa disposition pour se protéger. C'est un programme qui est destiné à tous les acteurs, à la jeunesse, aux professionnels du sexe le long de ce corridor, pour faire en sorte que nous puissions freiner la progression de la pandémie du VIH le long de ce corridor et par ricochet dans le secteur des transports. Entre autres volets de ce projet destiné à 2 600 000 personnes, accroissement de 50%, l'offre de services VIH, renforcement des capacités des personnels et centres de santé, le PAMOCET est financé par la Banque mondiale pour 45 millions de dollars, soit environ 20 milliards de francs CFA. Lutte contre les faux médicaments en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a mis en place un projet pilote d'authentification des médicaments. Il s'agit d'un système de traçabilité élaboré par un partenaire technique allemand. Première cible, les antipaludéens. Ce projet a été présenté il y a quelques jours aux professionnels de la santé dans les locaux du ministère dans la commune du Plateau. Les explications de Didier Nguessan. Les médicaments contrefaits ou de qualité inférieure représentent une perte de 50 milliards de francs CFA par an pour le Trésor ivoirien. Dans la lutte contre ces faux médicaments, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique mise sur l'authentification. Il s'associe à une entreprise allemande pour lancer un projet pilote de 224 millions de francs CFA qui porte sur l'authentification des antipaludéens. La première phase du projet pilote comprend la fourniture aux pharmacies ivoiriennes de 50 000 masques équipés d'un code d'authenticité numérique, une formation en plus des employés de pharmacie ainsi qu'une campagne d'information pour le public. Le grand avantage de cette technologie, c'est qu'elle est, à part des médicaments, elle est applicable à tous les produits disponibles. On peut le voir, par exemple, même dans les produits de l'aéronautique. La première fois qu'on l'applique sur les médicaments, c'est ce projet en Côte d'Ivoire, ce qui permet à la Côte d'Ivoire d'être dans l'avant-garde. 2 millions de produits médicaux seront étiquetés. Il s'agit pour nous de trouver les voies et moyens pour faire face à un défi majeur que constituent les médicaments contrefaits, les médicaments de qualité inférieure qui empoisonnent le système de santé publique. Le ministère de la Santé est donc ouvert à toute solution. Les faux médicaments causent 116 000 morts par an dans le monde. La vaccination et le respect des gestes barrières, des moyens efficaces pour stopper la propagation du coronavirus dans le monde. En Côte d'Ivoire, 349 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le pays compte actuellement 37 653 cas confirmés de coronavirus, 34 088 personnes guéries, 211 décès et 3 354 cas actifs. Respectons tous les gestes barrières contre le coronavirus. Dans l'actualité également, la signature d'une convention de partenariat entre la marine ivoirienne et l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Objectif, renforcer leur collaboration dans le domaine de la formation et de l'appui technique. Les explications de Abou Sanogo. La Marine nationale de Côte d'Ivoire et l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer formalisent et mutualisent leurs liens de coopération, d'où la signature de la convention cadre de partenariat pour sceller leurs visions communes et leurs intérêts communs. Nous voulons bien profiter vraiment de votre expérience, votre expertise, de vos infrastructures
pour la formation de notre personnel au niveau du contenu du accord cadre. Ce partenariat va donc nous amener à fédérer davantage les capacités de nos deux institutions en vue d'outiller chacun pour la mise en œuvre de sa stratégie de développement et, in fine, accompagner le gouvernement dans son programme de développement. La convention signée vise des objectifs spécifiques dans les domaines de la formation, avec le renforcement des capacités des personnels de la Marine nationale par l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, la formation pratique des élèves et auditeurs de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer au sein des structures ou sur les installations, ateliers, vecteurs et engins nautiques de la Marine nationale. La mise en place d'un cadre de recrutement des diplômés de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer au profit de la Marine nationale. Le recrutement du personnel de la Marine nationale comme instructeur et encadreur à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. L'autorisation d'accès aux navires, engins et installations de la Marine nationale pour les stages et travaux pratiques des élèves et des auditeurs de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer et l'autorisation d'accès des personnels de la Marine nationale aux installations et infrastructures de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Un tout autre sujet à présent avec la cérémonie de rentrée solennelle 2020-2021 de la 4e promotion de la formation en ingénierie du genre dispensée par la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision. La rencontre s'est déroulée il y a quelques jours dans la commune du Plateau. Grace Kando. Chers auditeurs, chères auditrices. Transmission de flambeau entre les auditeurs de la 3e et 4e promotion en ingénierie de genre de la structure chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision. Cette passation marque le début du programme de formation de la rentrée académique 2020-2021. Nos formations sont généralement organisées autour de 3 compétences. La première compétence vise à donner un cadrage autour des éléments conceptuels et des enjeux qui sont liés aux problématiques qui sont généralement soulevées en rapport avec les questions de genre. Et la deuxième compétence renforce nos capacités en matière de méthodologie et nous permet d'acquérir les outils de diagnostic de planification. La troisième compétence, c'est autour de l'intégration. Comment utiliser tous les outils que nous avons reçus. Cette session de formation, la 4e du genre, concerne plus d'une 50aine d'auditeurs et va durer 9 mois. Nous nous sommes rendus compte que pour réussir la gestion durable des forêts, des ressources fauniques et des ressources en eau, il faudrait que les populations soient prises en compte. Donc, prendre en compte les hommes, prendre en compte les femmes. Nous attendons que cette formation-là puisse nous aider à mieux comprendre le concept du genre et pouvoir vraiment développer des projets qui vont permettre aux hommes et aux femmes vivant en Côte d'Ivoire de pouvoir prendre part pleinement au développement forestier que nous faisons. La place accordée à la femme doit s'agrandir ou élargir le champ d'horizon. Nous, dans notre domaine particulier de la sécurité sociale, on s'intéresse aux populations défavorisées. Et il faut dire que dans notre pays, les femmes occupent une grande place dans ces populations défavorisées-là. Et donc les intégrer dans notre prise de décision nous permettra de mieux assurer nos missions. Le programme de formation en ingénierie de genre vise à impulser une nouvelle dynamique quant à la prise en compte de l'approche genre dans les programmes et projets. La formation en ingénierie du genre vient combler un vide en termes de renforcement de capacités techniques pour agir avec des outils pratiques. Ça nous permettra de changer la manière de faire le développement. Le but final, c'est d'avoir un développement durable et équitable, ou bien une société performante et rentable. Pour l'année académique 2021, la formation sera doublée d'une spécialisation afin de se spécialiser dans un domaine qui leur convient, notamment en leadership et management. Bien-être et équilibre de la femme au travail, c'est le thème abordé récemment lors de la rencontre réunissant des membres du personnel féminin de la radiodiffusion télévision ivoirienne, la RTI. Rencontre dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Les précisions de Patricia Etia. Bien-être et équilibre de la femme au travail ou encore comment améliorer vie professionnelle et vie privée.
Autant de chapitres explorés ici par la coach et formatrice du cabinet Lola Wise avec toutes les femmes de la RTI à l'occasion de la Journée internationale de la femme. L'idée, c'est d'avoir une stratégie, de courir vers ses objectifs, ses rêves et d'anticiper les challenges, c'est-à-dire avoir une grande résilience face à l'adversité. Des sujets dans lesquels se retrouvent toutes les participantes. Selon elle, l'équilibre est l'un des éléments essentiels du bien-être. C'est vrai qu'il y a un trait d'union, mais un trait d'union qui est très rétréci parce que justement, c'est pas toujours évident de faire la part des choses. On essaie d'allier la vie professionnelle à la vie privée, mais avec beaucoup de difficultés, il faut le reconnaître. Il faut pouvoir s'organiser, faire un bon planning. Pour ma part, le maître mot, c'est l'organisation. L'organisation, il faut prévoir à l'avance et puis il faut surtout ne pas déroger à ces principes de base. J'apprécie énormément cette initiative parce que c'est un réel besoin. Aujourd'hui, on a plein de choses à gérer en même temps et on a vraiment besoin d'avoir ces techniques-là pour mettre l'équilibre entre notre vie privée, notre vie professionnelle. Pouvoir avoir en entreprise une formation qui nous aide à accomplir nos tâches au quotidien, tant au travail qu'en famille, je pense que c'est un bon coup de pouce et surtout en plus à l'occasion de la Journée internationale de la femme, ça prend tout son sens. Cette initiative de la mutuelle sociale des agents de la RTI Musarti a pour but d'investir dans la formation et le coaching afin de contribuer fortement au développement du groupe. C'est pour associer à cette journée-là, droit des femmes, la connaissance, pour que les femmes de la RTI puissent connaître leurs droits, puissent pratiquer leurs droits et apporter un plus à l'entreprise, la RTI. Pour le représentant du directeur général de la RTI, chaque célébration de la Journée internationale de la femme est une belle occasion pour que les femmes s'impliquent davantage dans la lutte de leurs droits. Le directeur général de la RTI me charge de vous exprimer sa solidarité à l'occasion de cette journée. C'est une journée de lutte pour la conquête d'un peu plus de droits pour la femme, pour la promotion de la femme. Et il reste, le directeur général, attentif, n'est-ce pas, à toutes les questions qui touchent au bien-être de la femme. Plusieurs entreprises cherchent à faciliter l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée de tous leurs membres en proposant différentes mesures comme la gestion des horaires de travail ainsi que des initiatives pour améliorer la qualité et l'ambiance de l'entreprise. Direction à présent Kouibli, dans la région ouest du pays, où la lutte traditionnelle célèbre la cohésion sociale. Pour en parler, Walter Amadou. Si les dimanches à Bamako, au Mali, sont des jours de mariage, ce n'est pas forcément le cas à Nidrou, dans le département de Kouibli. Ici, les dimanches sont mis à profit pour des moments de réjouissance à travers la lutte traditionnelle. Depuis longtemps que nos parents ils ont commencé à faire une lutte traditionnelle. On fait ça pour qu'on ambiance les parents au village. Donc, on est là pour organiser toujours, chaque dimanche. Ceux qui ont le droit de cesse, uniquement les robés. Les femmes ne luttent pas, les femmes viennent pour assister. De 13h à 18h30, l'une des plus grandes places publiques du village accueille la compétition de lutte traditionnelle. Dans l'arène s'affrontent deux groupes de lutteurs. Chaque groupe est coaché par un préparateur mystique qui transmet son savoir-faire à ses poulets. Je donne tous les mouvements à mes joueurs. Il y a un médicament. Quand on rentre en brousse, on a fait, c'est moi-même qui a préparé le médicament. Et puis mes joueurs, ils se prennent. C'est nous qui sommes rois ici. On est forts. Le rôle des tapeurs de tambour n'est pas à négliger. Ces tapeurs encouragent les lutteurs. Lors des combats, il nous a été donné de remarquer les surveillants de l'espace de bataille. À l'aide de chicottes, ils maintiennent l'ordre et usent parfois de gestes effrayants afin de faire respecter les limites du rectangle. La lutte traditionnelle à Nidrou, c'est aussi les supporters qui mettent l'ambiance à chaque victoire. Celui qui vient de terrasser son adversaire se fait appeler le miroir des femmes de Nidrou. Miroir des jeunes filles
le seul miroir de Toubadrou. Moi, ça me fait 3 ans que je suis dedans. Moi, je suis un grand lutteur. De plus encore, je suis obligé d'entraîner mes petits frères aussi. Il est tombé à terre, et là, on lui a gagné. Là, les gens qui sont en train de toucher là. S'il prend quelqu'un comme ça pour le terrasser, il a gagné. Et puis les femmes commencent à danser. Mais il n'y a pas de nuit. Si ça ne va pas, et s'il lutte jusqu'à, on peut le dire, on dit bon, ça va, 5 minutes. Si ça ne va pas, on dit bon, vous attend le prochain. Tenez-vous bien, ici, le gagnant d'un combat de lutte traditionnelle ne reçoit aucune récompense. Si un lutteur gagne, on ne lui donne rien. Mais c'est le nom. C'est le nom que lui là, c'est un vrai lutteur. Voilà, on peut le prendre aussi, envoyer ailleurs. C'est comme ça. Si la majorité des habitants de Nidrou apprécient ces moments de lutte traditionnelle, ce n'est pas le cas pour tout le monde. La lutte me plaît, ça anime le village. C'est une bonne chose au fait. Il y a la cohésion, en tout cas la paix, tout ce qui est les bonnes choses. Après l'école, quand je viens regarder la lutte, je suis contente, je suis en paix, je suis en joie. La lutte nous apporte un rassemblement pour tous les 8 villages. C'est en fonction de cette lutte-là qu'on se réconcilie. Il faut que la réconciliation, la paix, main dans la main, continue. Moi-même, je n'ai pas. Je n'ai jamais regardé. C'est ma première fois de venir. De toute façon, je vois qu'ils sont à taper les gens, puis moi, ça me fait mal. Ils vont te faire tomber ton bras qui va se casser. Ou même c'est ton cou qui va faire tout. Ça ne n'est pas. Pour notre part, nous retenons que ces combats mobilisent les communautés villageoises sans distinction d'ethnie ni de bord politique. C'est un facteur de rassemblement et de cohésion. Ce soir, les quartiers Kwao, qui regroupent majoritairement les ressortissants de Fakobli, et Kaye, ceux de Kwibli, se séparent sur un match nul. Conscients que la lutte traditionnelle dans le Guémon draine du monde, des cadres veulent en faire des attraits au plan touristique afin que cette activité culturelle contribue au développement. La lutte traditionnelle, j'ai vraiment mal au cœur parce que c'est un sport qui draine du monde par le passé. Ici, en pays, ouais, les gens quittaient le Zélabaon, venaient ici, bon, les peuples se rencontraient. Et puis ça luttait. Et il y avait du monde. Mais les données ont changé. Si vraiment l'État même pouvait quand même jeter un coup d'œil sur ce qui se passe dans la région. Je regarde une chaîne sénégalaise. La lutte traditionnelle sénégalaise, ça fait peur du monde. C'est comme au stade de Fort-Boyenne. Les gens viennent et vraiment les gens se rencontrent, ça joue, ça s'amuse. Je voudrais que ça se passe ici chez nous. C'est une question d'organisation. Je vais voir des frères qui sont sportifs ici. Du côté de Fakobli, j'ai un de mes gars qui est là-bas, Néméa, qui est sportif. Et je sais qu'il y a beaucoup de sportifs ici. Bon, si je prends le côté du Yokwe, il y a l'honorable Gloire Priva qui est le médiateur de l'Africa, qui aime le sport également. Si j'appelle tous ces mondes-là, je pense qu'on peut mettre sur place quelque chose pour donner de la valeur à la lutte traditionnelle, ouais. De portée ludique et culturelle, la lutte traditionnelle est un sport favori, également pratiqué au Niger et au Sénégal. En image, le Mali, fin de mission pour le représentant spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. En effet, après 5 années passées dans ce pays, le Tchadien Mahama Saleh Anadif a fait ses adieux. En Birmanie, 70 morts selon l'Organisation des Nations Unies. C'est le bilan de la répression des manifestations contre le coup d'État militaire. L'ONU ajoute que plus de 2000 personnes ont été arrêtées illégalement depuis la prise de pouvoir de l'armée. Rappelons cette date, mercredi 17 mars 2021, la Côte d'Ivoire tout entière va rendre hommage à son défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko. Cette cérémonie va se dérouler sur l'esplanade du palais présidentiel dans la commune du Plateau. La dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko est arrivée à Abidjan le 13 mars dernier. Un deuil national de 8 jours, du 12 au 19 mars prochain, a été décrété dans le pays. Et ce sera tout pour aujourd'hui. J'aurai grand plaisir de vous retrouver demain, mardi 16 mars 2021, sur RTI 1.